J'aime l'univers de Senseiya. Pas forcément la totalité de ce qu'en fait Kurumada Masami dans toutes ses histoires ou tous ses arcs, mais j'apprécie les idées de fond et la plupart des différents spin-offs qu'on a pu nous proposer, même si pour certains j'ai l'impression d'être bien la seule. Mais laissons un peu de côté les spin-offs pour le moment, puisque je vais seulement vous parler des personnages de la série de base dans cette vidéo, et ce sera déjà pas mal. Je vais donc vous présenter mes couples préférés dans Senseiya, à commencer comme d'habitude par les couples hétéros, et parmi eux le plus évident de tous. Seiya de Pégase et Saori alias la déesse Athéna. Déjà, on ne se rend pas bien compte de la fidélité de Pégase envers Athéna, c'est quand même incroyable. Au-delà de Seiya et Saori, l'âme de Pégase se réincarne aux côtés de celle de la déesse tous les 200 ans pour l'accompagner lors des guerres saintes, où il n'a jamais l'occasion de profiter de la vie puisqu'il s'entraîne pour l'armure et meurt jeune au combat. Si ça c'est pas de la déférence à un niveau cosmique, je sais pas ce que c'est. En plus de ça, chacune de leurs réincarnations s'attache profondément l'une à l'autre. Ce qu'il y a entre eux, c'est clairement le destin. Et ça marche aussi avec Seiya et Saori, dont la relation évolue bien au fil des arcs, en oscillant entre leurs caractères qui peuvent parfois s'opposer, la dévotion d'un chevalier envers sa déesse, le devoir de la déesse envers son chevalier, et l'affection qui finit forcément par naître entre eux après toutes les épreuves qu'ils vivent ensemble. Et toutes les fois où Seiya doit la sauver aussi, ça l'oblige pas mal à penser régulièrement à elle, on va pas se mentir. Mais ce n'est pas le seul couple évident parmi les personnages principaux. Shiryu du dragon et Shunrei. Franchement, ils sont mignons. Un peu niais, mais mignons. C'est le couple classique de shonen, avec le héros qui part en combat sans forcément trop s'intéresser à la demoiselle laissée en arrière, et qui l'attend sagement à la maison en priant pour sa réussite et son prompt retour. Mais on peut tout de même voir pendant ces affrontements, principalement celui contre Deathmask du cancer, que Shiryu tire aussi en partie sa force de l'affection qu'il a pour la jeune femme qui a grandi à ses côtés. D'autant que c'est le seul couple qui paraît réellement canon, puisqu'ils sont ensemble, voire mariés, et ont un enfant autant dans la suite écrite et dessinée par Kurumada que dans les spin-offs, notamment animés. Je ne dis pas qu'un couple est meilleur en étant canon, très loin de là même, mais ça donne du grain à moudre à ce ship et ça permet d'approfondir leur relation en images et pas seulement dans la tête des fans. Le prochain couple par contre, ça se passe beaucoup dans l'imaginaire des amateurs pour une raison que vous allez comprendre très vite. Ikki du Phénix et Esmeralda. Bon, voilà, évidemment, quand l'une des deux parties du couple n'est plus de ce monde, c'est tout de suite plus compliqué pour avoir une fin heureuse. Mais si vous me connaissez un peu, vous savez que ça ne m'arrête pas. Vive le pouvoir de l'imagination. Même avec seulement ce qu'on voit dans le manga et l'anime, il est facile de comprendre leur relation et ce qu'elle aurait pu devenir s'il n'y avait pas eu ce dénouement tragique sur l'île de la Reine Morte. Esmeralda était clairement le pilier émotionnel d'Ikki durant son difficile entraînement avec son abominable maître, même si je me suis toujours demandé comment on pouvait amener sa fille sur une île aussi inhospitalière au lieu de la laisser tranquillement au sanctuaire. Guilty a la double casquette de pire maître et pire père de l'histoire, faut le faire. Pour en revenir à Ikki, c'est bien la disparition de son ami qui lui a fait perdre une partie de son humanité, alors qu'ils auraient pu avoir un destin tout à fait similaire à celui de Shiryu et Shunrei, c'est bien malheureux. Et les relations romantiques qui tournent mal, ce n'est pas ce qui manque dans cette série, comme on peut le voir aussi avec le couple suivant. Orphée de la Lyre et Eurydice. Alors, pour eux, c'est un peu particulier, puisque je connaissais déjà le mythe de la descente aux enfers des Orphée et Eurydice mythologiques, et que donc quand ils sont apparus dans l'œuvre, c'était facile de s'attacher à eux malgré les petites différences entre les deux histoires. Leur amour force évidemment le respect, Orphée n'accepte pas l'injustice de la mort de sa bien-aimée et va lui-même la chercher jusqu'aux confins des enfers pour lui rendre la vie, quitte à y perdre la sienne. C'est forcément émouvant, surtout sachant que tous ces efforts sont voués à l'échec. Et même en étant réunis ensemble dans le royaume d'Hadès, ils ne peuvent même pas en profiter comme ils le voudraient, vu l'état de la pauvre Eurydice. Franchement, ils n'ont pas de chance et ils ne méritaient pas un tel sort, et je pense que c'est justement ce qui les rend attachants, on compatit vraiment pour eux. Ce n'est d'ailleurs pas le seul couple mythologique pour lequel j'ai de l'affection. Hadès et Perséphone.
Bon, je triche un peu en réalité puisque Perséphone n'existe pas dans le lore de Saint Seiya aux dernières nouvelles. En tout cas, elle n'apparaît pas et n'est pas non plus mentionnée dans le manga et l'anime. Par contre, elle est présente dans un jeu vidéo estampillé Saint Seiya, du coup je ne vais pas me gêner pour m'engouffrer dans la brèche et parler de mon couple divin préféré. Dans le manga et l'anime, Hadès est montré comme le grand méchant qui ne cherche qu'à détruire le monde sans vraiment de raison valable. C'est l'ennemi à abattre et puis c'est tout. Mais si on raccroche un peu les wagons à la mythologie, on pourrait tout à fait imaginer qu'il veut prendre le contrôle de la Terre, non pas pour la détruire, mais pour pouvoir être à temps plein avec sa chère et tendre Perséphone, déesse du printemps qui doit passer 6 mois par an à la surface et donc loin de lui. C'est bien moins épique et maléfique, mais tout de suite plus romantique, vous ne trouvez pas? Ça nous ferait nous poser des questions sur la légitimité d'Athéna à revendiquer la Terre, mais j'aime bien quand même cette version, ça donne un peu plus de profondeur à Hadès, et ça ne lui ferait pas de mal vu son peu de temps de présence dans le scénario au final. Maintenant qu'on a vu tout ce petit monde, je vais sauter la partie Yuri de la vidéo, puisque je n'ai aucun couple Yuri qui me trotte en tête pour ce fandom, et on va passer directement au yaoi où il y a pas mal de monde, à commencer par Hyōga du Cygne et Shun d'Andromède. Nos deux personnages manquants du petit groupe principal. Je suis sûre que vous vous attendiez à ce qu'ils soient là, je ne suis pas vraiment originale sur ce coup-là. On a forcément tous en tête la scène de réchauffement physique après le combat de Hyōga contre Camus quand on pense à eux, c'est plutôt évident, mais étonnamment c'est plus dans G Assassin qu'on a vraiment des choses à se mettre sous la dent concernant ce couple. Après tout, ils vivent quasiment ensemble et adoptent une petite fille, on fait pas plus clair. Enfin, pour être plus précise, Hyōga adopte la petite Natasha, devenant officiellement son père, et elle estime clairement que Shun est sa mère. Vous pouvez prendre cette information comme vous voulez, mais pour moi on est sur une quasi-canonisation du couple, bien que ce spin-off ne fasse pas partie des œuvres écrites par Kurumada, ça existe, c'est déjà pas mal. Mais je divague un peu trop vers les spin-offs, justement, on va en revenir à nos moutons, ou plutôt à nos béliers, en commençant une petite remontée du zodiaque. Chion du bélier et Doko de la balance. Mes doyens préférés. Ils ont non seulement survécu ensemble à la précédente guerre sainte, mais ils ont aussi participé à l'actuelle, même s'ils se sont retrouvés à devoir bêtement s'affronter. Oui, je n'apprécie pas trop les scénarios où les héros doivent s'entretuer, peu importe la justification. Je trouve que c'est rarement intelligent et qu'il y a toujours 1001 solutions pour éviter ça. Bref, pour en revenir à mon petit ship, c'est le coup classique des amis qui se retrouvent après un temps plus ou moins long de séparation, et ça marche toujours très bien avec moi, surtout quand on voit leur séparation finale vraiment déchirante. Les pauvres quoi, ils sortent seuls survivants d'une guerre à 18 ans, sont forcés de se séparer pour l'un veiller sur le sanctuaire et l'autre sur la tour des 5 pics où se trouvent les âmes des spectres. Chion meurt, et quand ils ont enfin l'occasion de se retrouver, c'est dans des camps opposés, c'est très frustrant et super triste. Mais c'est aussi ça qui fait la force de leur duo, quand ils se retrouvent, c'est comme s'ils ne s'étaient jamais quittés, ils sont toujours très attachés l'un à l'autre et se portent un grand respect mutuel, et c'est pour ça que je les aime beaucoup. Saga des Gémeaux et Aiolos du Sagittaire. Je parle ici bien évidemment du bon Saga, celui qui n'a pas complètement perdu la boule et qu'on voit surtout dans la partie Hadès du coup. Là c'est un peu délicat comme ship puisqu'on ne les voit évidemment jamais ensemble. C'est une sacrée occasion manquée par la partie Hadès qui n'a pas fait revenir Aiolos avec les autres renégats, mais bon je m'en remets aux bribes de ce qu'on connaît et au pouvoir de l'imagination. Déjà on sait que Saga et Aiolos, et canon mais lui il était planqué dans la cave du temple des Gémeaux, sont les chevaliers d'or les plus âgés, les premiers à avoir eu leurs armures, et ils étaient pressentis pour devenir l'un ou l'autre le prochain grand pop. Tout ça me fait quand même pas mal dire qu'ils devaient se côtoyer souvent et probablement être amis. De là c'est plutôt facile de se dire qu'il y aurait pu avoir un peu plus aussi si le Sagittaire n'était pas mort si jeune à cause du pétage de plomb de Saga. De toute façon, il y a un gros problème avec les âges des personnages dans Saint Seiya si on prend le temps d'y réfléchir 5 minutes, mais bon c'est pas le sujet. Saga et Aiolos fauchés par le drama, on aura peut-être un peu plus de chance avec les suivants. Deathmask du Cancer et Aphrodite des Poissons. Ah bah non, toujours pas de chance.
Je vais être honnête, pendant très longtemps l'existence de ces deux personnages ne me faisait ni chaud ni froid, je m'en fichais pas mal de ces sales types pas très forts et à la morale plus que douteuse qui n'étaient jamais vraiment mis en avant en plus. Ils étaient juste bons à servir d'ennemis au bronze ou à montrer la supériorité de Mu et Radamantis. Mais tout ça, c'était avant l'arrivée de Soul of Gold, qui a littéralement remis en question tout mon jugement sur ces personnages. Enfin, je les trouve toujours aussi peu intéressants dans la série de base, mais grâce au spin-off, je suis tout à fait encline à leur accorder une seconde chance après leur petit arc de rédemption à chacun. Là enfin, ils ont montré qu'ils pouvaient être dignes de leur rang dans la chevalerie, et les passages où ils sont ensemble sont plutôt chouettes. On voit qu'ils se comprennent et s'entendent bien, même si leur passé en font un peu les vilains petits canards du groupe. Ils se soutiennent pour faire changer cette étiquette, même si ça ne dure malheureusement pas bien longtemps. Aiolia du lion et Shaka de la Vierge. C'est le couple que je shippais à la base juste parce que je trouvais qu'ils allaient physiquement très bien ensemble. Oui, il m'en faut peu parfois. Heureusement, maintenant j'ai quand même un peu plus de raisons. Déjà, dans la partie Hades, Aiolia est celui qui se soucie le plus du combat et de la mort de Shaka. Il est adorable. J'aime aussi l'idée, dans Legend of Sanctuary, que Shaka affronte Aiolia justement pour le sortir du contrôle mental d'Evil Saga, et non pas parce qu'il le prend pour un traître comme dans la partie sanctuaire de la série de base. Ça rend le personnage un peu plus intelligent, je trouve. Et ça donne un petit côté sauver la princesse, un peu rigolo aussi vu la princesse en question. Bref, c'est un couple que j'aime beaucoup, même s'il y a peu de raisons objectives. Après tout, on n'en a pas vraiment besoin pour créer un ship. Milo du Scorpion et Camus du Verseau. Là encore, il y a peu de matière, à part que Milo dit que Camus était son ami après sa mort, et ce petit moment juste super triste dans la partie Hades où Milo en veut à Camus pour la mort de Shaka, tout en étant incapable de vraiment lui faire du mal. En tout cas, c'est comme ça que j'analyse cette scène, qui se passe carrément en arrière-plan et sans dialogue. Pauvre Camus, il est constamment soit mort, soit dans le mauvais camp, et quand il a enfin un moment intéressant émotionnellement, c'est quasiment caché. J'aime bien aussi le côté les contraires s'attirent dans leur couple, avec Milo qui est très sanguin, et Camus forcément beaucoup plus posé, le feu et la glace quoi, un classique qui marche toujours très bien. Maintenant on va sortir un petit peu du sanctuaire pour voir ce qu'on peut trouver chez ses ennemis. Radamantis de la Wyverne et Canon du Dragon des Mers, mais un peu des Gémeaux aussi. Ouais, c'est un peu compliqué l'histoire de Canon, hein. Mais c'est pour ça que c'est probablement mon personnage préféré, ou en tout cas il est dans mon top 3, c'est sûr. Et il est aussi très estimé par le juge des enfers Radamantis pour sa force, ce qui n'est pas rien venant de lui qui considère les chevaliers comme des gros rats. Mais il a tout de même été impressionné par son combat contre le cadet des Gémeaux, même si malheureusement ça ne dure pas longtemps leur petit coup de foudre, puisque rapidement il s'envoie en l'air et explose. Il y a que dans Senseiya que tu peux dire ce genre de phrase au sens parfaitement littéral. Heureusement, malgré que leur histoire s'arrête là dans le canon de Kurumada, elle continue dans G Assassin, le meilleur spin-off pour le fanservice. Dedans, Canon est devenu le grand pop du sanctuaire d'Athéna, puisqu'il a survécu, et il a pactisé une paix durable avec son ancien adversaire infernal, Radamantis, seul survivant du côté de Hadès. J'ai l'impression de lire une fin heureuse de conte de fées, il ne manque plus que la phrase « ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants ». Et il n'y a pas que Radamantis qui a droit à sa fin heureuse aux enfers. Minos du Griffon et Ayakos du Garuda. Je me demande bien pourquoi on voit aussi peu les juges dans cette série, surtout ces deux-là. Ils arrivent pour se faire battre par le camp des gentils, c'est pas super impressionnant pour la crème des enfers. Du coup, pour eux aussi, il faut avoir pas mal d'imagination, et je pense que je ne vais pas trop m'épancher ici, puisque je reparlerai d'eux quand j'aborderai les spin-offs. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que j'ai hésité à les mettre dans les crack ships, car dans la mythologie, ils ont le même père, Zeus, ce qui fait d'eux des demi-frères techniquement parlant. D'ailleurs, Minos est aussi triplé avec Radamantis et Sarpédon, inconnu au bataillon dans Senseiya, mais tout ça n'est absolument pas évoqué dans le manga ou l'anime, de mémoire en tout cas. Alors je vais les laisser là, je pense. Oui, ils sont bien là. Julian Solo, rien à voir avec Han aux dernières nouvelles, alias Poséidon et Sorrento de la Sirène. Ces deux-là passent littéralement leur vie ensemble après la bataille du sanctuaire sous-marin, c'est encore pire que Seiya et Saori.
Vous allez peut-être me dire que Julian avait un crush sur Saori, mais bon, il avait aucune chance face à son canasson mythologique, et puis je pense que Sorrento doit être beaucoup plus facile à vivre que la jeune déesse. C'est un peu le couple secondaire qui est là, dans le fond, ils existent dans un coin de ma tête, et puis c'est toujours bien de les retrouver dans les spin-offs, même si on voit surtout Poséidon, qui fait le taf tout seul maintenant qu'il n'a plus de Marina. Merci Canon. En tout cas, ils font leur vie de leur côté sans gêner personne, c'est pas plus mal. Et d'ailleurs, on va les laisser tranquilles pour passer au crack ship, ces couples incongrus que je ne m'explique pas à moi-même. Aldébaran du taureau et la jeune femme qui lui offre une fleur. Elle n'a même pas de nom la pauvre et on la voit 10 secondes à tout casser, mais elle est toute mignonne à lui donner une petite violette qu'il conserve précieusement jusqu'à son combat fatal dans la partie Hadès. C'est dommage, ils sont vraiment adorables et Aldébaran est souvent un peu oublié du fandom, mais lui aussi mérite sa belle histoire d'amour après tout. Sylphide du basilic, Queen de l'Alrone et Valentine de la harpie. Est-ce que je pourrais faire des coins chips sans avoir au moins un trio qui traîne? Pas sûr. En tout cas, les petits sous-fifres de Radamantis m'ont inspiré, et c'est pareil pour leur apparition dans Lost Canvas. Valentine doit bien se consoler de son amour à sens unique envers le juge de la Wyvern. Ah vraiment, l'amour, c'est pas facile. Et c'est encore moins facile quand on est de la même famille. Saga des Gémeaux et canon, des Gémeaux aussi. J'ai un gros problème avec les jumeaux dans les mangas et animés, alors que dans la vraie vie je m'en fiche complètement. Mais leur histoire est super particulière aussi. Canon a en partie causé le craquage mental de Saga et sa pseudomort n'a pas dû arranger les choses. C'est dommage qu'il n'ait pas eu droit à des retrouvailles dignes de ce nom dans la partie Hadès. À la place il se tape dessus, comme attendu d'un scénario de Kurumada en fait. Enfin bon, je les aime quand même, et pas que d'ailleurs. Thanatos et Hypnos. Quand je vous dis que je tourne pas rond, encore une fois, on en parlera plus en détail quand j'aborderai Lost Canvas, mais ces deux-là me fascinent aussi de par leur statut de dieu de la mort et du sommeil, et ils sont déjà des adversaires bien plus impressionnants que Minos et Ayakos. Ça rigole pas quand ce sont eux qui sont en face. Mais ce n'est pas forcément dans la série principale qu'ils sont le mieux exploités, alors on va les garder de côté pour le moment. Meu du Bélier et Vice de Final Fantasy VII. Vous savez, il y a des choses dans la vie qui resteront des mystères à jamais. En voilà une. Et en attendant que vous vous remettiez de votre probable totale incompréhension, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver dans un autre coin de la chaîne.